Bonjour à tous, je suis donc ravi de vous avoir aujourd'hui. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça. Et il y en a quelques-uns parmi vous qui me connaissent pas, ne m'ont pas eu et qui vont entendre parler un petit peu d'art plastique aujourd'hui autour de cette question, un petit peu de ces questions d'évolution et de progrès. Donc on va essayer d'aborder les choses sous l'angle des œuvres et notamment peut-être un peu plus des progrès techniques. Alors derrière moi, tout simplement, je commence en 1967, mais vous allez voir qu'après on va faire un très grand bond dans le temps parce qu'on va repartir dans les cavernes et puis on va revenir tranquillement dans l'histoire de l'art en essayant de repérer les différents moments qui ont été des moments un petit peu clés. Je ne dis pas que j'en oublierai pas parce que je ne suis pas un historien de l'art, je suis un professeur d'art plastique et donc mon approche elle rentre plus finalement par les œuvres que par véritablement les dates et des moments dont je n'ai pas une connaissance complètement infinie. Ce qui m'intéresse, c'est de commencer avec cette image derrière, qui n'est pas une œuvre d'art. C'est bien du matériel, parce que cette question du progrès finalement dans les arts plastiques, elle se construit, à mon sens, énormément au travers des progrès techniques. On va parler d'évolution également. Mais vous verrez que finalement, la question de l'évolution, elle se pose plus en termes de style, au moment d'une période artistique où des artistes vont faire évoluer finalement des manières de faire. Mais je veux dire, quand on fait de la peinture, on a une manière de faire en peinture, une autre manière de faire, une autre manière de faire. On fait évoluer un petit peu des styles, mais la peinture reste de la peinture. Et la base de la peinture, c'est de mettre des couleurs et des matières finalement sur un support. On reviendra un petit peu là-dessus quand on commencera à aborder le début du XXe siècle. Là, je suis au milieu du XXe siècle, 1967, donc il y a une marque qui s'appelle Sony qui lance la première caméra portative. Alors, cette caméra, elle va être intéressante du point de vue des arts plastiques parce qu'elle va entraîner les artistes au cours du XXe siècle dans un nouveau registre qui est celui de la création vidéo, chose qui n'existait pas avant. Le cinéma existait, vous avez tous plus ou moins entendu parler des pionniers du cinéma, et notamment de Méliès qui faisait des effets spéciaux un peu particuliers. Mais la vidéo va avoir une particularité, on reviendra bien sûr là-dessus, mais c'est une malléabilité de l'image un petit peu plus importante que ne l'offrait le cinéma. Et on reviendra donc sur ça. J'aime bien j'avais envie de partir de cet élément-là parce que c'était pour vous faire comprendre que cette question de la technique et des progrès techniques est inévitablement liée finalement à l'évolution qui est celle des arts plastiques. Alors là, je vais faire un gros bond dans le temps, donc j'utilise cet outil qui est celui également qu'on utilise dans la classe en arts plastiques. C'est une grande frise chronologique, et donc je vous dis, je fais un énorme bond dans le temps. Alors j'ai commencé avec la vidéo, qui propose des images animées. On reviendra sur la vidéo avec un artiste qui s'appelle Nam June Paik. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partir peut-être de très loin, donc des origines un petit peu de l'image dans l'histoire de l'humanité, avec la grotte Chauvet. Probablement beaucoup d'entre vous la connaissent ou en ont entendu parler, peut-être l'ont visitée, en tout cas sa réplique. Dans la grotte Chauvet, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est à la base du dessin. Le dessin, c'est véritablement le propre de l'homme. Je l'ai expliqué souvent en classe à mes propres élèves. Ce qui nous différencie un petit peu finalement du règne animal, à cette période-là, il y a 36 000 ans, eh bien c'est probablement le fait que l'homme, à un moment donné, s'éloigne des seuls principes de sa survie, c'est-à-dire manger, se protéger des bêtes féroces et à ne pas avoir trop froid, et ainsi de suite, pour s'adonner à des activités qui ne sont pas des activités, on va dire, qui lui permettent simplement de survivre. Ce sont des activités annexes, qui ont peut-être une valeur un petit peu magique, qui ont peut-être... tous les historiens ne sont pas tous d'accord sur les interprétations qu'on peut donner à ces représentations animales. Mais, à un moment donné, certains individus vont prendre le temps de créer des images de ce qu'ils observent dans la réalité, les animaux qu'ils chassent, peut-être les animaux qu'ils ont transformés en divinités, peut-être des animaux qui symbolisent pour certains la dualité entre les hommes et les femmes,
dualité qui persiste encore aujourd'hui. On en entend assez souvent parler aux informations, avec ces différences parfois de salaire, de choses comme ça. Il y a bien au départ cette différence qui était sentie. Certains historiens pensent que les représentations animales pouvaient avoir ce rôle-là. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est, voilà, on est aux origines finalement de l'art, des formes artistiques. La deuxième chose qui différencie un petit peu l'homme des animaux, c'est que l'homme a à peu près en même temps finalement que les œuvres d'art. Et là, on est il y a 36 000 ans. Très probablement qu'il y a des formes artistiques sur des supports mobiles, des pierres, des choses qui ont complètement disparu, ou des pots. Ça, ce sont les traces que l'on connaît, qui restent. Peut-être qu'un jour, on va trouver une grotte dans laquelle il y aura des traces plus anciennes, et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas trop savoir. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que ce sont les premières manifestations, on va dire, artistiques, au travers du dessin, de la ligne. La ligne qui est une invention de l'homme, hein, ça n'existe pas dans le réel, ça... on n'a pas de ligne noire autour du visage, comme dans une bande dessinée. La ligne, c'est véritablement une abstraction qui permet de représenter le réel. C'est un élément qui n'existe finalement pas dans la réalité et dans le monde que l'on connaît. On connaît les lignes simplement parce qu'à un moment donné, il y a des différences d'éclairage, des différences de couleurs, et les lignes se construisent à partir de ça. Et l'homme, pour représenter ces éléments-là, les formes, les différences de couleurs et d'éclairage, a inventé la ligne. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Et dans la grotte Chauvet, je parlais tout à l'heure du porte-à-pack inventé en 1967 par Sony, qui a permis aux artistes de se lancer dans l'art vidéo, donc un art où l'image est animée. Eh bien, ceux qui visiteront, ou ceux qui ont déjà visité la grotte Chauvet, verront que dès les premières manifestations dans les cavernes, les hommes ont commencé à utiliser les volumes, les reliefs des grottes pour concevoir ou imaginer des dispositifs qui presque matérialisent le mouvement. Il y a parfois, dans la grotte Chauvet notamment, la représentation d'un animal qui, caché derrière un morceau de grotte, lorsque le spectateur, enfin je dis le spectateur, mais lorsque l'on se déplace, l'animal semble sortir, semble s'animer et sortir littéralement d'un endroit de la caverne. Les représentations qui sont derrière moi ici, c'est-à-dire les rhinocéros dont on voit plusieurs cornes, sont, vous le voyez déjà, représentés les uns derrière les autres, avec cette idée qu'on génère un peu le mouvement tel qu'on le fait dans les BD aujourd'hui, hein, avec des multiples traits qui matérialisent un petit peu cette idée qu'un individu ou quelque chose se déplace. Ces hommes-là, il y a 36 000 ans, étaient pas moins développés que nous. C'est-à-dire que je mets au défi certains d'entre vous de dessiner un rhinocéros sur une caverne, un rhinocéros qui va faire 2 mètres de long, hein, très très grand, sur un support qui n'est pas plat, qui n'est pas lisse comme une feuille de papier, avec un morceau de charbon. Je ne suis pas sûr qu'on serait très à l'aise avec ce type de dessin. C'est-à-dire que techniquement parlant, c'était déjà des gens qui avaient su observer littéralement et correctement les animaux qu'ils représentaient et qui, en dehors finalement de la présence de ces animaux, étaient capables d'en retranscrire la forme avec un réalisme qui est quand même assez saisissant. Il y a dans la grotte Chauvet des représentations de lionnes qui sont fabuleuses et juste en une seule ligne. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez génial. On est là aux origines de l'art et on va comme ça remonter un petit peu dans cette histoire de l'art au travers de différents types de représentations, de différents types de pratiques artistiques qui vont nous permettre d'envisager un petit peu cette idée du progrès et de l'évolution. Alors, sur la question de l'évolution, justement, il y a une civilisation qui va nous intéresser, c'est l'Égypte antique. L'Égypte antique, elle commence il y a à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Elle se termine une 50aine d'années après Jésus-Christ, en se mélangeant plus ou moins avec la civilisation grecque et d'autres civilisations de la région. Et donc 5000 ans d'histoire de l'Égypte antique, au travers desquels rien, ou quasiment rien, ne va changer. C'est-à-dire que les représentations que vous connaissez tous et que vous avez vues en fait dans des livres d'histoire, ces représentations, elles sont restées à peu près les mêmes pendant 5000 ans. Il y a eu quelques variations de temps en temps, mais très vite on est revenu à un certain ordre. Et donc chez les Égyptiens, on pourrait se dire ils dessinent comme des enfants. D'accord ? Pour moi finalement, on pourrait penser que
celui qui a dessiné les lionnes dans les cavernes est presque plus précis, plus rigoureux d'un point de vue réaliste que ne le serait un artiste égyptien. Pourtant, c'est beaucoup plus ancien, on pourrait penser que c'est dans une civilisation aussi moins aboutie, et pourtant, le dessin des lionnes dans la grotte Chauvet est plus réaliste que ce dessin-là, qui représente un étang, mais vous le voyez, l'étang est vu comme si on était au-dessus. Les poissons et les canards à l'intérieur de cet étang sont vus comme s'ils étaient vus de profil, quoi, et non pas du dessus. Les arbres, pareil, on a plutôt l'impression de les voir de face, et la femme qui ici semble organiser un plateau de fruits ou quelque chose, est vue, elle, selon des codes qui sont ceux des Égyptiens, c'est-à-dire avec le visage vu de profil, l'œil qui est vu de face, les épaules qui sont vues de face, et en général, quand les représentations des jambes sont présentes, ici on ne voit pas ces jambes, eh bien les jambes sont vues légèrement tournées de trois quarts, avec les pieds qui sont vus de profil. En fait, les Égyptiens avaient un système de représentation qui n'était pas simpliste. Ils représentaient les choses sous l'angle qui était le plus efficace, c'est-à-dire sous la manière dont on pouvait le mieux comprendre un œil, la forme d'un visage, la présence des deux épaules. Les Égyptiens avaient besoin de cette simplicité de la représentation pour que l'image puisse être perçue et comprise par tout un chacun. Et ça, c'est assez intéressant parce que ce n'est pas un retour en arrière, ce n'est pas une régression, on va dire, de l'esprit humain. C'est une volonté, on va dire, de symboliser, de styliser le dessin pour qu'il soit accessible à n'importe lequel d'entre nous. Et encore aujourd'hui, bien sûr, on arrive à appréhender ces dessins. Un enfant, quand il dessine un espace, pourquoi pas avec une maison à l'intérieur, il va dessiner un pré, une sorte de rond, et il va dessiner sa maison, qui, elle, sera vue de face. Le pré semblera être vu plutôt de dessus. C'est-à-dire qu'il y a une certaine logique qui a été acquise ou admise finalement par les artistes égyptiens. Et cette logique, elle répond presque finalement à celle qui est la nôtre quand on est enfant et quand on commence à dessiner, parce qu'on essaye de dessiner les choses sous l'angle le plus évident de ce que cela peut être. Donc vous pourrez, éventuellement je vous donnerai l'adresse de ce site, et puis vous pourrez retrouver ces images. Là on a une représentation le portrait de Hésir, ça vient du portail de bois de son tombeau, et vous voyez donc effectivement donc les jambes, le bassin qui est vu plutôt de trois quarts face, les jambes sont vues toutes les deux, parce qu'effectivement, pour les Égyptiens, un individu, ça a deux jambes. Aujourd'hui, ça nous semble assez évident de comprendre qu'un individu représenté de profil, on ne va voir qu'une seule de ses jambes, parce que l'autre est derrière. Ça nous semble évident, peut-être que ça l'était moins finalement pour la civilisation égyptienne. Et ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est que finalement, l'Égypte antique, c'est 5000 ans d'histoire. Vous imaginez, notre ère, à nous, elle commence avec la naissance de Jésus-Christ, donc l'an 0, et on n'est qu'en 2022. D'accord ? Ça nous semble pourtant très loin. Jésus-Christ, c'était encore l'Antiquité romaine, le Moyen-Âge et toutes les époques que vous avez apprises à l'école. Tout ça nous semble relativement long. L'Égypte ancienne, c'est 2 fois plus long que ces 2022 années qui nous séparent du début de notre ère. C'est quand même fabuleux de se dire que pendant 5000 ans, une civilisation est restée la même, avec les mêmes codes, les mêmes systèmes, les mêmes manières de penser. Les Grecs sont arrivés également, et il y a eu des mélanges entre la civilisation grecque et la civilisation égyptienne. Je ne vais pas passer par toutes ces étapes qui, là je vous invite, pourquoi pas, à envisager des études en histoire de l'art pour mieux comprendre tout ça, mais avec les Étrusques, les Grecs, les Égyptiens, il y a eu des mélanges de cultures qui se sont produits, qui ont donné des formes artistiques assez intéressantes, mais chez les Grecs, on va retenir la victoire de Samothrace, la Vénus de Milo, c'est des sculptures que vous connaissez. Les Grecs vont inventer un système de sculpture beaucoup moins froid peut-être que l'art égyptien, où il y a un certain idéal de beauté qui va être mis en place. Les corps vont être représentés avec une certaine élégance, mais aussi une certaine stylisation. C'est-à-dire que cet idéal de beauté imaginé par les Grecs en sculpture va générer finalement des sculptures qui ont tendance à être tout un peu
construites sur les mêmes principes. Alors je vais moins m'intéresser à la sculpture qu'à un vase à fond noir, ici, qui représente Achille et Ajax, qui, si je ne me trompe pas, sont deux héros de la guerre de Troie, ici, non pas en plein combat, mais en train de jouer aux dames. Et là, sur ce vase à fond noir, donc il y a dans l'Antiquité grecque, il faut savoir, il y a des vases à fond noir et des vases à fond rouge. Donc quand le vase est à fond noir, la peinture est rouge. Quand le vase est à fond rouge, la peinture est plutôt noire. Achille et Ajax sont ici en train de jouer aux dames, vus de profil. Et vous voyez bien qu'ici, chez les Grecs, la représentation, elle est aussi très stylisée. Alors certains d'entre vous ont probablement vu le Walt Disney Hercule. Je vous invite à regarder le générique du Walt Disney Hercule et même les personnages qui sont représentés dans ce Walt Disney. Ils ont des petites chevilles, des gros mollets, comme ça. Ils sont inspirés directement, ces personnages de Disney, par les vases à fond noir et à fond rouge des Grecs. Ici, ce qui est assez intéressant, c'est que les deux personnages sont vus de profil, mais chez les Grecs, on commence à avoir une réflexion qui, finalement, donne au spectateur, ou qui pense que le spectateur est capable de saisir que si le personnage est vu de profil, on ne va voir qu'une seule de ses épaules, mais par contre, on peut bien voir ses deux bras. C'est bien ce qui se passe ici dans l'image, d'accord ? Ça semble simple, mais c'est évident. On voit les deux jambes, l'une est devant l'autre, et le bras droit ici de Ajax est bien placé derrière sa ligne d'épaule. C'est vraiment tout bête, mais dans l'évolution, on va dire, de la représentation du corps humain, par rapport à l'Égypte antique, on fait un bond en avant. Et là, je parle vraiment d'évolution, parce qu'il n'y a pas de progrès technique. C'est simplement un regard qui change, et un regard qui est lié aussi à une civilisation. Et souvent, on va se rendre compte que la question de l'évolution dans les arts plastiques, elle dépend parfois d'un ensemble d'individus, ou parfois, quand on arrive à des périodes plus proches de nous, au début du XXe siècle, c'est parfois un individu qui va transformer la perception qu'on peut avoir de l'art, de la peinture, de la représentation, et ça va donner lieu finalement à de nouveaux types d'images. Mais dans l'Antiquité grecque, donc, on a, dans la sculpture, une espèce d'idéal de beauté qui matérialise des corps puissants, souvent. Quand on a aussi des représentations féminines, les drapés sont très intéressants parce qu'on arrive même, avec du marbre, à rendre compte parfois de la transparence d'un linge ou de quelque chose. Il y a une grande finesse qui s'opère dans la statuaire grecque. Ça, c'est une copie romaine d'une statue grecque. Parce qu'en fait, dans l'Antiquité, on connaît l'Antiquité grecque, on connaît l'Antiquité romaine, et dans la statuaire grecque antique, on connaît énormément ces statues parce que les Romains les ont énormément copiées. Ce sont deux civilisations qui sont un peu chevauchées, et les Romains ont pris beaucoup de choses aux Grecs, en fait. Les Grecs ont presque tout inventé du point de vue de l'architecture. Je pense que tout le monde a en tête le Parthénon, donc les ruines du Parthénon au-dessus d'Athènes. Les Grecs ont inventé les tympans, les frontons, les colonnes ioniques, doriques, corinthiennes. Les Grecs ont vraiment édicté un grand nombre de principes architecturaux qui existent encore aujourd'hui presque, et qu'on utilise ou auxquels certains architectes peuvent encore faire référence. Les Romains ont inventé une chose différente, une chose en plus, on va dire. Donc les Romains ont énormément copié l'architecture, ont énormément copié la sculpture grecque antique, c'est-à-dire au point que parfois on a du mal à différencier l'une de l'autre. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que chez les Romains, donc, qu'on va retrouver sur une période qui s'étale de 753 avant Jésus-Christ jusqu'à 476, eh bien, les Romains vont inventer un truc important, c'est la voûte. Et la voûte, les Grecs ne l'avaient pas conçue. Le Parthénon avait une charpente en bois, des gros morceaux de charpente en bois qui permettaient... Bon, le problème du bois, c'est que ça brûle. Et le problème du bois, c'est qu'on peut avoir des portées moins longues et une résistance aussi peut-être moins importante dans les usages que l'on peut obtenir. Les Romains ont inventé une chose, et là c'est un progrès technique, c'est la voûte. La voûte qui permettait de franchir des ruisseaux, des rivières, des fleuves, la voûte qui permettait de transporter de l'eau, ça tout le monde connaît, le pont du Gard, c'est pas très très loin d'ici non plus, vous l'avez probablement déjà vu, ou au moins en photographie. Eh bien, ces voûtes, elles permettent véritablement aux Romains d'étendre leur empire. Et ça a une incidence, c'est que
ils vont pouvoir construire des villes comme Marseille, par exemple. Les Grecs venaient déjà jusqu'à Marseille, mais en bateau. Les Romains vont pouvoir créer un système de route, grâce à la voûte, qui va pouvoir être plus rapide. On va pouvoir étendre l'Empire bien au-delà des frontières de l'Italie. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, ça va permettre de diffuser à l'échelle de l'Europe une culture, la culture d'une civilisation qui s'inspire bien sûr de la Grèce antique, et qui va étendre un petit peu ses idées, qui va se mélanger, parce que les Romains vont combattre les Gaulois, vont dominer à un moment donné, ou vont se mélanger, on parle de la période gallo-romaine, donc les cultures vont se mélanger, et les styles vont bien sûr là aussi évoluer. C'est-à-dire que cette invention de la voûte, qui est une invention plutôt civile, on va dire, les usages sont plutôt des usages civils pour faire des ponts, des bâtiments. Vous connaissez aussi le Colisée à Rome, qui est fardé de voûtes, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il tient encore debout. Ces éléments qui sont finalement plutôt exploités pour du civil vont avoir une incidence sur l'extension finalement de pratiques artistiques et les mélanges de pratiques artistiques qui vont pouvoir se mettre en place dans cette première partie, on va dire, de notre ère, parce que l'Empire romain s'arrête après la naissance de Jésus. C'est vraiment quelque chose d'assez intéressant, et on verra donc qu'au fur et à mesure des siècles, certaines innovations techniques vont permettre des transformations au niveau artistique. Je vais parler un petit peu de la période du Moyen-Âge. Pas trop, je ne vais pas parler de l'art byzantin, je ne vais pas parler de l'art paléochrétien, qui sont des formes artistiques au travers desquelles finalement il y a, là aussi dans l'art byzantin, des codes très très précis. On représente les visages avec une codification qui les rend très froids, qui n'est pas très réaliste du tout. Dans l'art paléochrétien, on a aussi des représentations qui sont assez rigides, beaucoup moins intéressantes finalement que les représentations que l'on retrouve finalement chez les Grecs. Les Grecs étaient capables de représenter des corps avec une espèce de souplesse, la représentation des veines. Je ne sais pas si vous avez vu sur le groupe de marbre que j'ai mis tout à l'heure assez vite. On a même les veines qui passent sous la peau qui sont représentées. C'est-à-dire qu'il y avait une grande rigueur dans le travail réalisé. Au Moyen-Âge, les sculptures sont plus rigides, plus droites, plus semblent avoir été simplifiées. Alors, ce n'est pas que l'évolution de l'art doive suivre finalement une ligne continue. On est sur des évolutions, parfois stylistiques, techniques, et puis on a l'impression que ça redescend. On a l'impression qu'à un moment donné, les hommes ont perdu une part de leur savoir-faire, ou sont moins évolués. Il ne s'agit pas de ça, en fait. Ce qui est assez intéressant, c'est que le style, la manière de faire, dépend aussi des choix qui sont opérés par ceux qui dirigent, par les impératifs de la société. Est-ce que l'art répond à des principes plutôt religieux ou tente d'expliquer des principes religieux? Et parfois, finalement, pour expliquer la religion, dans l'art paléochrétien notamment, il vaut mieux passer par des images qui sont simples et dans lesquelles les aspects esthétiques ne vont pas forcément perturber le regard de celui ou non pas perturber, mais je ne trouve pas mon mot. Aïe, il y a bien un mot, mais je ne l'ai plus en tête. Mais en gros, l'idée, c'est de ne pas distraire. Voilà, c'était plutôt distraire par des effets un petit peu réalistes, ne pas distraire celui qui regarde finalement des enjeux et des impératifs religieux de la représentation. C'est pour ça que parfois certaines représentations, dans l'art roman, dans l'art paléochrétien, sont quand même, ou nous semblent, relativement simples. Mais parce qu'elles racontent d'abord des histoires religieuses qu'il faut que le spectateur puisse comprendre, parce qu'on met un peu l'accent là-dessus. Donc, au Moyen-Âge, on va avoir des exemples de représentations qui sont, par exemple, la tapisserie de Bayeux. Une longue tapisserie qui fait 70 mètres de long sur 50 cm de haut. Cette tapisserie, elle raconte la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, qui était duc de Normandie.
la Normandie qui avait été donnée aux Vikings, aux Normands, vers le 9e ou 10e siècle. Là, je ne suis pas assez historien pour pouvoir vous expliquer comment les choses se sont faites. Et cette tapisserie, donc de la broderie sur une toile de lin, eh bien, elle raconte cette histoire. Elle est hyper importante, cette tapisserie, pour les historiens, parce qu'elle montre les modes de vie, elle montre la manière dont on se battait, elle montre les types d'embarcations qu'on utilisait à l'époque. Ça a été une source de renseignement phénoménale, et vous imaginez, c'est une histoire qui est racontée sur 70 mètres de long et 50 cm de haut, donc c'est une vraie bande dessinée, en fait, moyenâgeuse, qui parle de la vie au Moyen-Âge. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là aussi, on s'en rend bien compte, alors d'abord lié au fait que ce soit de la broderie, il est plus difficile d'être réaliste sur de la broderie que sur une feuille de papier ou sur un panneau de bois avec des pinceaux. Bien sûr, les représentations, là aussi, sont simplifiées. Mais vous connaissez aussi beaucoup d'autres images, parce que vous avez feuilleté des livres d'histoire quand vous étiez au collège, en primaire ou ailleurs, où on voit des représentations moyenâgeuses, au travers desquelles les rapports de proportion, d'échelle, les personnages ne sont pas tous à la même hauteur. Les enjeux de représentation réaliste étaient moins importants peut-être au Moyen-Âge qu'ils ne l'avaient été dans l'Antiquité grecque et romaine. Pour ceux qui ont vu les fresques de Pompéi, il y a presque même des effets de profondeur dans les fresques de l'Antiquité romaine, alors que les effets de profondeur ne sont pas forcément très bien respectés dans la représentation des œuvres moyenâgeuses. Encore moins dans la tapisserie de Bayeux, parce que finalement, on n'a pas trop d'arrière-plan. Hein. Là, les bateaux sont les uns devant les autres, ça crée cette impression de profondeur, mais ce n'est pas une illusion parfaite de la perspective comme on la verra naître un petit peu plus tard. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que là encore, l'image, elle est au service de l'histoire qu'elle raconte. Et l'intérêt n'est pas d'être dans un enjeu réaliste, mais c'est d'être dans une représentation qui soit explicite et qui parle véritablement des choses qu'elle évoque. On en a donc un très bel exemple. Si un jour vous allez à Bayeux, il y a un musée dans lequel la tapisserie est exposée sur toute sa longueur, dans un système de présentation qui est plutôt séduisant, parce que la tapisserie semble illuminée par l'arrière. Donc là, on est entre 1000 et 1100 après Jésus-Christ, d'accord ? Fin du Moyen-Âge, fin du Haut Moyen-Âge, on va dire. XIIIe siècle, on a ici la parabole du bon samaritain. C'est un vitrail. Encore une fois, on raconte une histoire religieuse. Je ne vais pas m'étendre très très longuement là-dessus, mais le vitrail nous raconte une histoire. Un gars qui part de la ville de Bethléem, je crois, mais je dois me tromper, il rencontre sur son chemin des brigands qui le détroussent, qui le blessent et qui le laissent pour mort dans un fossé. Et passe le bon samaritain. Alors au début, il y a des religieux qui vont passer à côté de lui, mais qui vont le laisser pour mort, et à la suite de ces religieux va passer le bon samaritain qui va lui sauver la vie et tout ça. Ça nous raconte vraiment toute une histoire au travers de différentes formes rondes, circulaires, dans un très grand vitrail qui fait plus de 6 mètres de haut. Ce vitrail se trouve dans la cathédrale de Bourges. Alors là, je suis désolé pour la qualité de l'image, elle n'est pas bonne du tout, mais vous voyez, dans tous ces cercles sont racontées les différentes étapes de l'histoire de ce mendiant, de ce personnage qui a été molesté, et de son sauvetage par le bon samaritain qui le ramène chez un aubergiste et paiera les frais de sa guérison. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, encore une fois, on est dans la création d'une image qui raconte quelque chose, avec des représentations qui sont véritablement celles que l'on connaît du Moyen-Âge, où la ligne, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais de la ligne qui est une invention de l'homme, ces lignes qui matérialisent les genoux, les mollets, des parties du corps, elles n'existent pas dans le réel, et là, l'artiste s'autorise à les représenter. Si on voyait une représentation d'une fresque grecque ou romaine, on aurait des représentations de corps beaucoup plus réalistes. Pourtant, on est 1000 ans plus tard, 1200 ans plus tard. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un déclin. Le Moyen-Âge, la période du Moyen-Âge qui succède, on va dire, à l'Antiquité romaine,
eh bien, elle répond à des enjeux, à des ambitions de figuration et de réalisation de l'image qui sont différentes de celles de l'Antiquité et de celles qui vont suivre par la suite. Pas très loin après la parabole du bon samaritain, donc on avait les dates, ici on est au XIIIe siècle, mais on n'a pas les dates très précises, mais à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, vous avez un artiste comme Giotto di Bondone qui va bouleverser un petit peu les codes de la représentation. C'est un incontournable en fait, Giotto, dans l'histoire de l'art. Il marque un point bien particulier. D'abord, vous avez vu jusqu'à présent, je n'étais pas trop en mesure de vous donner les noms des artistes qui ont réalisé ni le vitrail ou la tapisserie de Bayeux. Ce sont des gens qui demeurent encore un peu... on est dans le flou par rapport à l'identité de ces artistes, parce que l'artiste n'était pas perçu comme un individu à part entière, mais un artisan qui était au service finalement des commandes qui lui étaient données. Giotto, lui, va se mettre à produire des images, notamment dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, où il reçoit la commande d'un cycle de fresques qui parle de la vie à la fois de Jésus et d'un autre cycle qui parle de la vie de la Vierge. Personnellement, c'est une de mes plus grandes émotions artistiques, ça. La chapelle des Scrovegni, vous rentrez dans une chapelle, il y a des fresques partout, avec des bleus qui sont assez incroyables. Et donc, c'est vraiment un lieu chargé d'une énergie par les images qu'il propose qui est quand même assez fabuleuse. Et Giotto, dans ses représentations, vous le voyez, tend d'un coup vers un réalisme plus saisissant. Bien sûr, il n'a pas été le premier, il n'a pas été le seul. C'est le travail d'une série de peintres qui, les uns après les autres, ont eu des influences les uns sur les autres. Et Giotto, finalement, est peut-être le premier à proposer une peinture presque humaniste, bien avant l'apparition de la Renaissance. Giotto propose une peinture au travers de laquelle eh bien, les émotions des personnages, au travers de laquelle la représentation de certains personnages de dos devient possible. C'est-à-dire que Giotto considère que celui qui regarde ces fresques va comprendre que ces formes que l'on a devant nous, là, sont bien des gens qui participent à la scène, et même ces gens qui sont en premier plan vont nous donner l'impression, à nous, spectateurs, d'être dans la scène, d'être juste derrière eux, et de participer à cette déploration du Christ mort, donc qui vient d'être descendu de la croix, et dont on pleure la disparition. Les personnages présentent de véritables émotions, même si leurs visages se ressemblent encore un peu, c'est-à-dire qu'il y a encore, malgré tout, quelques maladresses dans l'œuvre de Giotto. Mais les modelés, les ombres sur les corps, les plis des vêtements deviennent de plus en plus précis. Vous voyez, par rapport à la parabole du bon samaritain, où la ligne est encore très présente pour matérialiser les plis, ici, ce sont des ombres, et ces ombres viennent aussi marquer les volumes, les reliefs. Quand Giotto représente la foule, ici, les personnages sont les uns derrière les autres. Quand, dans une partie du Moyen-Âge un peu en amont, on aurait représenté les personnages les uns au-dessus des autres. Parce qu'on aurait eu l'impression que celui qui regarde l'image n'aurait pas pu comprendre qu'on avait affaire à une foule. Donc, il y a là une évolution, on va dire, de la représentation. Je vous le disais en tout début, l'évolution de la peinture. Peindre, c'est avant tout mettre de la couleur et de la matière sur un support. Donc ça n'a pas changé. Ce qui peut changer, ce sont les techniques, que ce soit de la peinture à fresque, comme ici avec Giotto, ou de la peinture sur un panneau de bois, où on va peindre avec un mélange d'œufs et de pigments pour obtenir une couleur qui va s'accrocher, ou que ce soit du vitrail. Je veux dire, l'image, faire une image, ça c'est quelque chose qui va rester constant. Mais ce sont les codes qui vont évoluer, qui vont être modifiés, qui vont être transformés. Et ces codes vont être transformés parce que certains artistes, à un moment donné, vont se mettre en rupture par rapport au style, par rapport aux manières de faire qui ont été admises pendant une certaine période, et pour transformer, pour évoluer, pour modifier un petit peu la perception qu'ils ont du monde et des choses, ils vont proposer une vision différente. Et cette vision, elle peut être parfois très positive parce qu'elle va amener quelque chose. On est ici en 1306, entre 1304 et 1306. Ce qui est intéressant, c'est que Giotto, dans certaines de ses représentations, ici la scène, le dernier repas du Christ,
Il va pressentir l'existence de la perspective. La perspective, c'est ce qui permet de représenter la profondeur d'un espace. Alors, je pense qu'ici, j'ai mal géré mon image pour qu'elle rentre pile poil dans le cadre, mais vous voyez ici, ces lignes, on va appeler ça des lignes de fuite. Eh bien, la perspective va être inventée en 1420, c'est-à-dire plus de 100 ans après la réalisation des fresques de la chapelle d'Escrovegni. Mais Giotto, dès 1306, il a pressenti qu'on pouvait représenter cette impression de profondeur. C'est quelque chose qu'on ne faisait pas dans l'art roman, c'est quelque chose qu'on ne faisait pas dans l'art pariétal, dans l'art médiéval, où c'était toujours très 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 maladroit. Avec Giotto, ça devient de plus en plus fin, parce que c'est un peintre qui aime finalement la finesse, qui aime flirter avec un petit peu le réalisme, bien sûr encore une fois avec les représentations des personnages, et puis des attitudes parfois des personnages qui sont assez touchantes. Je vous parlais de Giotto comme un peintre qui pressent aussi peut-être l'humanisme qui va apparaître à la Renaissance, quand il représente des personnages, et notamment ce personnage-là qui semble dormir dans les bras de Jésus, c'est le jeune Jean qui était très très jeune, un des disciples, le plus jeune disciple de Jésus, qui était très proche de Jésus, et Giotto le représente dans les bras donc de celui qui explique qu'il va mourir, crucifié. Vous connaissez un petit peu l'histoire. Les personnages au premier plan sont représentés de dos. Ça, c'est quelque chose qui, dans les représentations de la scène, en général, n'existe quasiment pas. Même Léonard de Vinci, 150 ans plus tard, quand il représente la scène, même un peu plus de 150 ans plus tard, quand Léonard de Vinci représente la scène, Jésus est au centre et les 12 disciples sont de part et d'autre du Christ, vus de face, comme dans des représentations assez anciennes finalement. Giotto, lui, alors pour des questions de place peut-être, il n'avait pas trop de place dans sa chapelle et il était obligé peut-être un petit peu de composer avec ça, il propose un vrai repas où les gens sont les uns en face des autres. Ça crée finalement une atmosphère un petit peu différente et ça crée aussi un rapport à l'espace, à la représentation de l'espace qui fait rentrer dans les idées, dès 1306, cette possibilité de représenter le monde non plus sur un plan extrêmement plat et de manière très frontale, mais de représenter le monde avec cette impression d'une profondeur de l'image, c'est-à-dire qu'on peut rentrer un petit peu dans l'image. Et là, nous, on va faire un bond dans le temps aussi, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, vous voyez, je me déplace tranquillement sur ma frise chronologique. On est maintenant au Quattrocento. Ce qu'on appelle le Quattrocento, en fait, c'est le 15e siècle pour nous, c'est le 14e siècle pour les Italiens, qui n'ont pas tout à fait le même système de perception des choses. Donc, on est bien au 15e siècle. En 1420, il y a un architecte, celui-là même qui a fait le dôme de Florence, pour ceux qui connaissent la ville. C'était déjà une prouesse technologique, le dôme de Florence, mais cet architecte, Brunelleschi, va inventer la perspective. Alors, par un système de miroirs et de reflets et de dessins sur des plaques de verre, il va réussir à représenter le baptistère de la ville de Florence, qui se trouve juste en face de la cathédrale. Il va réussir à représenter ce baptistère avec une rigueur visuelle qui correspond à notre manière de voir le monde, donc qui correspond à la manière dont on saisit les choses. Donc Brunelleschi va apporter cette technique supplémentaire dans le dessin. Et ce qui est assez intéressant, on parlait tout à l'heure de la Renaissance et du bouillonnement, enfin j'ai évoqué brièvement la Renaissance et ce bouillonnement humaniste qui va exister à ce moment-là. Brunelleschi, c'est un architecte, mais cet architecte, il va inventer la perspective, qui va servir les artistes qui, eux, font plutôt des peintures. Donc, c'est vraiment des apports technologiques. Et la perspective, c'est véritablement un apport technique qui va révolutionner finalement l'histoire de l'art. Parce qu'on va pouvoir représenter le monde presque tel qu'il est. On dira même que le tableau, à la Renaissance, devient une fenêtre ouverte sur le monde, c'est-à-dire que dans un cadre restreint, on arrive à donner l'impression qu'on a des grands espaces, comme on pourrait les voir au travers d'une fenêtre d'un palais ou d'une maison. Et puis, à cette même période, donc, je vais vous montrer un exemple d'utilisation de la perspective, qui n'est pas d'ailleurs une fenêtre ouverte sur le monde, c'est plutôt une chapelle ouverte dans une église, mais un autre peintre va être important,
c'est Jan van Eyck qui va vraiment développer la technique de la peinture à l'huile. On va essayer de comprendre comment ces deux nouveautés, ces deux innovations technologiques vont permettre d'apporter quelque chose à l'histoire et d'amener cette idée un petit peu de progrès et d'évolution forcément de la peinture par ailleurs. Donc, en 1420, l'invention de la perspective. À peu près à la même période, mais on n'a pas des dates exactes, pendant longtemps on a pensé que c'était Jan van Eyck, l'inventeur de la peinture à l'huile. Aujourd'hui on pense que la peinture à l'huile a été développée un peu avant Jan van Eyck et que Jan van Eyck en a véritablement saisi tous les enjeux et l'a complètement développé pour en faire quelque chose de vraiment performant. Et puis encore une fois, vous voyez, dans ces trois lignes vertes là, on a aussi une autre invention qui est très importante et qui est primordiale aussi dans l'évolution des arts plastiques à l'échelle de l'Europe, c'est l'invention de l'imprimerie. Je vais aussi essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, la perspective, on a Masaccio qui va réaliser la Trinité. La Trinité, c'est cette image-là qui est une fresque, une peinture à fresque, peinte sur les murs de l'église Santa Maria Novella à Florence. Elle fait 6 mètres, un peu plus de 6 mètres de haut, je crois. Alors j'ai dû le noter en dessous, hein. Mais vous voyez, elle est tellement grande que c'est difficile. 6 mètres 67 de haut dans la réalité et 3 mètres 17 de large. Donc là, on a une représentation qui est beaucoup plus petite de ce que serait la fresque dans le réel. Là, on a un usage de la perspective. Un des premiers véritables usages de la perspective connu dans l'histoire de l'art. Ça a été identifié par Vasari, qui était un peintre de la Renaissance, qui a fait l'histoire de cette époque-là. La perspective, elle se joue simplement, et elle est visible simplement par la présence de la voûte qui se trouve ici au-dessus du Christ. La voûte ici, dont les lignes que je matérialise là en faisant suivre la souris, eh bien, ces lignes-là vont se rejoindre à peu près toutes au pied de la croix, sur ce que l'on appelle le point de fuite. Le point de fuite, c'est un point qui se trouve en général sur ce que l'on appelle la ligne d'horizon. Et la ligne d'horizon, pour simplifier les choses, quand vous êtes face à l'océan, c'est la ligne qui se trouve à la hauteur de votre regard. C'est-à-dire qu'au-delà de la ligne d'horizon, comme la Terre est ronde, vous ne pouvez plus voir. Donc la ligne d'horizon, dans une image, dans une peinture, dans une représentation, elle correspond à la hauteur du regard du spectateur. Dans l'église Santa Maria Novella, quand on se retrouve en face de la fresque de Masaccio, eh bien, le point de fuite se trouve à peu près à la hauteur d'un individu moyen, quoi. C'est-à-dire qu'entre 1,90 m et 1,50 m, eh ben, on a une vision de la perspective, notamment de la voûte, qui est plutôt très réaliste. Et en 1428, on est à peu près à cette période-là, entre 1425 et 1428, quand Masaccio peint cette fresque-là, les contemporains de Masaccio ont eu l'impression presque qu'on avait percé une nouvelle chapelle dans un mur de l'église et qu'on avait véritablement construit une chapelle dans ce mur pour y intégrer une crucifixion et ce que l'on appelle la Trinité. Alors la Trinité dans la religion chrétienne, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ici, le Saint-Esprit est matérialisé normalement par une colombe qui est je ne sais où. Bon, peu importe. La tombe pour info, la croix du Christ a été plantée sur la tombe d'Adam. Donc le squelette en dessous, ça matérialise la présence d'Adam. Et sur cette représentation, vous avez également les deux commanditaires. Ça, c'est des choses assez nouvelles. Alors ça reste une image, et pour nous, bien sûr, c'est une image, c'est une évidence. Mais effectivement, pour les contemporains de Masaccio, la première ou les premières visions de ces fresques qui semblaient rentrer dans le mur, c'était quelque chose de résolument moderne et de résolument nouveau. Parce que Masaccio appliquait finalement les principes édictés par Brunelleschi, qui étaient ceux de la perspective, avec des lignes de fuite qui se rejoignent et qui convergent toutes en un point unique, ici, donc le pied de la croix. Ça, c'est la perspective, une innovation qui va avoir un impact considérable parce que jusqu'à la peinture moderne, jusqu'au début du XXe siècle, les peintres vont fixer et vont s'adapter à ce système de représentation
en créant des effets de profondeur. On connaît tous des peintures de peintres impressionnistes qui utilisent encore l'illusion de la profondeur dans leurs images, en représentant des paysages dont on a l'impression qu'effectivement ils s'en vont très très loin dans la toile. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Ensuite, je vous parle de l'invention de la peinture à l'huile, dont la date reste relativement indéterminée, mais dont on sait que Jan van Eyck a été un des principaux développeurs. C'est-à-dire que la technique devait exister, elle devait être exploitée maladroitement par d'autres peintres, mais Jan van Eyck, qui est un peintre flamand, il a su l'utiliser pour représenter des détails avec une richesse assez incroyable. C'est-à-dire qu'avant la peinture à l'huile, on peint avec ce qu'on appelle la peinture à tempera. La peinture à tempera, c'est une peinture, c'est un mélange de pigments, d'œufs et de 2-3 autres ingrédients qui permettent de fixer en fait la couleur sur le support et que cette couleur accroche bien. Vous avez tous déjà cassé un œuf, pas forcément bien nettoyé, ce qui a séché là où vous n'avez pas bien nettoyé, vous vous êtes rendu compte que ça tenait bien sur le support. La peinture à l'œuf, c'était quand même une peinture, et encore aujourd'hui, beaucoup de peintures existent et ont été réalisées avec cette technique-là. Sauf que ça sèche relativement vite, la peinture à l'œuf. Donc le peintre doit travailler avec une certaine rapidité. Donc certains détails passent parfois un petit peu à la trappe, alors que la peinture à l'huile, c'est une peinture qui sèche très lentement, plusieurs jours parfois. Et donc, les peintres, et notamment les peintres flamands, qui aimaient beaucoup, qui avaient un sens du détail assez profond, il faut différencier en fait l'Italie et l'Europe, on va dire, méridionale et l'Europe septentrionale, c'est-à-dire l'Europe du Sud et l'Europe du Nord, à cette période de la Renaissance. Les peintres flamands, les peintres du Nord, sont plutôt friands des détails de la vie quotidienne. Ils aiment représenter leur milieu. Je vous invite, si vous avez un jour l'occasion ou vous habitez un peu vers là-bas, à Montfaucon-en-Velay, il y a une douzaine de peintures flamandes. J'ai mangé le nom de l'artiste, mais ça vaut le coup d'aller les voir. Elles sont dans l'église de Montfaucon, en accès libre. Ces peintures flamandes montrent combien les peintres de l'Europe du Nord aimaient représenter les détails de leur vie quotidienne. Et souvent, dans ces représentations de la vie quotidienne, ils intégraient des éléments plutôt religieux, parce que souvent les commandes étaient faites par des gens qui étaient liés, on va dire, aux instances religieuses. Là, pas du tout, c'est un commerçant et son épouse, donc on appelle cette peinture les époux Arnolfini. Elle a été réalisée en 1434, donc vous voyez, la perspective a été inventée 14 ans avant en Italie. Il y a bien un effet de perspective, pas de souci, on le voit très bien avec la fenêtre ici et la ligne de fuite de la fenêtre. La perspective nous entraîne même vers ce miroir qui est très célèbre dans l'histoire de l'art. Tout le monde a déjà entendu parler de ce miroir convexe qui fait un reflet de la scène et dans lequel le peintre se reflète lui-même. Quand on va zoomer, on sent qu'il y a bien la présence du peintre au milieu de ce miroir convexe entre les deux dos des époux Arnolfini. Ce qui est assez intéressant, ce qu'on ne voit peut-être pas très bien ici à la projection, c'est la présence de l'animal, du chien. Vous voyez, je vous parlais des détails de la vie quotidienne. Ici, on n'est pas dans une représentation religieuse, comme on l'a vu avec Masaccio, qui est quand même assez impressionnante, qui met en jeu véritablement des éléments chrétiens. Ici, on est dans la représentation d'un couple, un marchand, très probablement, un couple plutôt aisé. La présence du chien, elle est assez rigolote parce que ça fait partie justement de cette vie quotidienne. Les chaussures, ici, qui sont laissées à traîner. Le lustre, qui lui aussi est richement travaillé, avec une lumière assez travaillée également. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette peinture, elle n'a été possible finalement que parce que Jan van Eyck travaillait avec de la peinture à l'huile. Le travail des détails, notamment les poils du chien, qui sont faits avec des pinceaux très fins, les uns après les autres, c'est un travail d'une minutie absolue. Et donc la peinture à l'huile permettait à l'artiste, après une longue journée de travail, quand la lumière commençait à baisser, à la lumière d'une bougie, c'était plus possible de bosser. Parfois même, probablement, les artistes devaient galérer un petit peu à faire les traits d'un visage. La peinture à l'huile leur permettait de s'arrêter,
d'aller se coucher, se reposer, et de revenir le lendemain, d'effacer avec une spatule ou quelque chose, d'enlever la peinture sur laquelle ils avaient pinaillé la veille, et finalement de retravailler avec une vraie lumière, avec un esprit apaisé, de venir retravailler les détails de leur image. Donc cette peinture à l'huile, elle a permis aux artistes de rentrer dans une représentation des choses de plus en plus fine et de plus en plus réaliste, parce qu'elle laissait du temps aux artistes pour représenter ces choses-là. Et de rentrer dans des détails aussi beaucoup plus fins, parce qu'on pouvait également, grâce à cette technique, travailler avec des pinceaux de plus en plus précis et de travailler des modelés, des ombres, de plus en plus précises également. Donc Jan van Eyck a contribué, on va dire, aux progrès qui ont été ceux de la peinture. Mais je reste sur cette idée-là, qui est la mienne et qui est peut-être discutable, que la peinture, que l'essence même de la peinture, c'est avant tout de mettre de la couleur et de la matière sur un support. Ça ne va pas changer finalement entre les premiers dessins sur les cavernes, où on utilise des matières minérales, voire même organiques pour créer des couleurs, et le XXe siècle et encore les peintres d'aujourd'hui. Je veux dire, les gestes sont les mêmes, l'intention est la même, on met une matière sur un support. Par contre, de temps en temps, certains progrès techniques permettent de faire évoluer les styles. Et c'est là que ça devient quelque chose d'assez intéressant et d'assez passionnant, cette histoire de l'art. Je vous parlais de l'invention de l'imprimerie. L'invention de l'imprimerie, vous en avez tous entendu parler, vous la situez là maintenant en 1450. L'inventeur de l'imprimerie, c'est Gutenberg, tout le monde le sait. Alors, j'ai mis une petite image, c'est pour le plaisir, mais en quelque sorte, ici, l'image que je vous propose, c'est une gravure. Et la gravure, c'est un dérivé, on va dire, dans les arts plastiques, de l'imprimerie. La gravure, le principe est simple, vous prenez une plaque de métal, vous gravez cette plaque de métal avec un outil, certains élèves connaissent ici parce qu'ils peuvent le pratiquer dans la salle d'art plastique. On ancre cette plaque de métal, on en nettoie la surface, l'encre qui est rentrée dans les sillons gravés va être toujours présente, on va pouvoir ensuite imprimer l'image. Et cette image, on peut l'imprimer une fois, deux fois, et un nombre infini de fois. Si l'imprimerie me semble être intéressante, du point de vue finalement des arts plastiques et peut-être de l'évolution, alors pas tant de l'évolution, je mettrais un petit peu l'imprimerie comme au niveau même de la voûte des Romains. C'est-à-dire que l'imprimerie, elle a permis finalement de diffuser des techniques, des pratiques, des types d'images qui étaient produits en Italie par les artistes italiens, mais aussi qui étaient produits par des artistes du Nord et par des artistes allemands, qui aimaient beaucoup d'ailleurs la gravure sur bois. Donc, la gravure, comme on pouvait multiplier les images, on pouvait facilement les diffuser à l'échelle d'un continent comme l'Europe, on va dire. Et donc, les artistes flamands pouvaient voir des images qui étaient des copies gravées en noir et blanc, qui étaient des copies de peinture italienne. Donc, ils allaient avoir finalement ce rapport à la perspective, ce rapport aux grands thèmes religieux et parfois au traitement de la lumière qui était un peu différent dans les pays du Sud que dans les pays du Nord. Et les artistes italiens, eux, pouvaient avoir accès à des images qui étaient des copies, toujours en noir et blanc bien sûr, avec l'aspect que peut avoir la gravure, à des copies de peintures d'artistes qui venaient de l'Europe septentrionale. Il y avait comme ça des mélanges qui pouvaient se faire. Un peu comme la voûte a permis finalement l'élargissement de l'Empire romain et donc l'émergence de pratiques artistiques nouvelles à l'échelle donc d'un continent. L'imprimerie a pu avoir ce rôle, on va dire, dans l'histoire des arts plastiques et dans l'histoire de l'art en général. Et puis, bien sûr, la gravure. Certains artistes se sont emparés de la gravure de manière très personnelle et très singulière. Ça devenait aussi une façon de dessiner avec ses codes, c'est-à-dire que dans la gravure, la ligne, elle est inévitablement présente, alors qu'elle peut s'effacer un petit peu dans la peinture. La ligne devient un élément primordial, finalement, dans le travail du graveur. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça. Je vais regarder même quelle heure il est, 11h15. Il faut que j'avance un petit peu, sinon... Alors, je vais faire un grand bond dans le temps. En fait, entre la Renaissance italienne au Quattrocento, donc en 1400, entre 1400 et 1500,
Finalement, le début du 19e siècle, ou même la moitié du 19e siècle, il va y avoir tout un ensemble de courants picturaux qui vont se succéder les uns aux autres. On va parler au XVIe siècle du maniérisme, où la peinture et les techniques de peinture sont maîtrisées pleinement par les artistes. La peinture à l'huile a supplanté les peintures à tempéra. On fait encore bien sûr quelques fresques, mais les peintres vont pouvoir vraiment travailler sur la couleur, avec des couleurs très acides, vont pouvoir déformer un petit peu le dessin des personnages. Et tout ça, souvent à la demande des instances catholiques dominantes. C'est-à-dire qu'au cours du maniérisme, les protestants commencent, au moment du maniérisme, au XVe siècle, les protestants commencent à être un mouvement religieux assez important, qui peut faire de l'ombre aux chrétiens. Donc les chrétiens, le Vatican va demander aux artistes de l'Italie de ne pas avoir peur d'en faire des tonnes et des tonnes dans leurs représentations pour que les représentations religieuses soient vraiment un peu comme des super publicités pour que l'esprit chrétien finalement demeure un esprit dominant dans les masses. Il va y avoir la réforme, la contre-réforme. Là, je vous ai dit, je ne suis pas un historien ni un historien de l'art, donc je ne rentre pas trop dans ces détails, mais à la contre-réforme, on ne va plus parler de maniérisme, mais on va parler de l'art baroque. Et là, dans l'art baroque, alors ça devient vraiment des compositions où tout bouge, tout vibre, tout. Il faut vraiment en mettre plein la vue. L'art baroque, considérez-le un petit peu comme ça. On cherche à en mettre plein la vue et ça va être un peu tout des compositions qui sont basées sur des spirales. On a l'impression que tout bouge, il y a des angelots qui volent un peu de partout. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vraiment percuter les esprits. À cette même période, il y a d'autres artistes qui vont se lancer dans le caravagisme. Le caravagisme, ça vient d'un artiste qui s'appelle Le Caravage, qui a inventé ce que tout le monde connaît ici, le clair-obscur. On a dû vous en parler beaucoup quand vous faisiez encore des arts plastiques au collège. Bon, ben là, c'est plus la lumière qui va être mise en jeu. C'est-à-dire qu'on a des styles comme ça qui évoluent et qui vont être plus ou moins basés sur un travail de la couleur, plus ou moins basés sur un travail de la composition, plus ou moins basés sur un travail de la lumière et des ombres. Ben ça, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça ne génère pas, on ne peut pas parler de progrès là dans tout ça. On peut simplement parler d'évolution des styles, d'évolution peut-être des goûts des artistes. Certains vont préférer travailler la couleur quand d'autres vont préférer travailler la lumière. Mais les artistes maîtrisent tous à peu près les mêmes techniques, maîtrisent tous les mêmes savoir-faire. Ils les mettent simplement au service de la création d'images qui vont avoir de légères différences. C'est là que j'ai envie plus de parler d'évolution. On est dans des périodes où la peinture évolue de mouvement en mouvement. Alors attention, l'art baroque, ça occupe quasiment tout le XVIIe siècle. C'est-à-dire que ce n'est pas des mouvements qui vont naître et s'éteindre très rapidement. C'est des mouvements qui vont durer. Les pointillés du caravagisme, si vous voulez, s'arrêtent là, ou semblent s'arrêter au milieu du XVIIe siècle. Mais il y a des rémanences, on va dire, du caravagisme encore au XIXe chez certains artistes. Donc les choses ne s'arrêtent jamais complètement dans l'histoire des arts plastiques. Mais voilà, on a des mouvements comme ça, des tendances qui apparaissent, qui vont durer quand même relativement longtemps par rapport à ce que l'on va connaître par la suite, au début notamment du XXe siècle. Je continue mon bond dans le temps. Vous avez là tout un ensemble de noms de mouvements qui s'affichent devant vous, qui parfois résonnent avec certains mouvements littéraires. Peut-être que vous pouvez faire le lien, notamment ici on voit le romantisme, forcément ça résonne avec la littérature, l'orientalisme aussi. Dans l'orientalisme on retrouve, je pense, beaucoup d'ouvrages qui font référence à l'Orient, le néoclassicisme certainement aussi, le réalisme, voilà. Mais je vais m'arrêter par là. Je vais m'arrêter à cette moitié du XIXe siècle. Alors vous avez vu, quand j'étais vraiment au début, je vais revenir un peu en arrière, là j'ai fait des zones qui sont pourtant très très longues dans le temps. Reprenons l'Égypte antique, 5000 ans d'histoire, d'accord ? Mais ces 5000 ans d'histoire, ils tiennent dans une zone, là vous voyez, on a déjà 3000 ans ici là, qui s'opèrent. Et plus j'ai avancé dans le temps, plus j'ai été obligé de faire des zones importante parce que plus les mouvements se multiplient finalement rapidement.
Et donc, j'avais besoin de place pour faire cette frise chronologique. J'avais besoin d'un peu de place. Donc, au XIXe siècle, effectivement, on va dissocier la première moitié du XIXe siècle avec le romantisme et le néoclassicisme, qui sont les deux grands mouvements. Alors, dans le néoclassicisme, vous connaissez tous un peintre, il s'appelle Jacques-Louis David. Tout le monde connaît Jacques-Louis David, le sacre de Napoléon, la mort de Marat, Marat assassiné plutôt, et l'enlèvement des Sabines réalisé par David. On connaît tous dans le romantisme des peintres comme Delacroix ou Géricault. Géricault, c'est le radeau de la Méduse. Je pense que n'importe lequel ou laquelle d'entre vous a vu le radeau de la Méduse au moins une fois, ou une référence au radeau de la Méduse. Donc c'est vraiment des mouvements très connus. Dans la seconde moitié, on va parler du réalisme avec des artistes comme Courbet, et puis l'impressionnisme. Là aussi, tout le monde a déjà entendu parler de l'impressionnisme. Et même, j'aurais tendance à penser que dans la connaissance collective que l'on peut avoir de l'histoire de l'art, la plupart du temps, tout le monde adore l'impressionnisme. Parce qu'effectivement, c'est des images qui parlent, c'est des images un peu vibrantes de couleurs, c'est des images qui sont plutôt sympas. Tout le monde a plus ou moins dans la tête un tableau impressionniste. Je m'arrête quand même au milieu du XIXe siècle avec deux choses. Vous avez compris que dans cette frise chronologique, les parties en vert en bas sont assez importantes. Milieu du XIXe siècle, on a l'invention d'un nouveau procédé technique, et là ça devient vraiment intéressant, c'est la photographie. La première photographie, elle ressemble à ça. Elle est faite par Nicéphore Niepce, en 1827, d'accord ? La photographie ne sera présentée à l'Académie des sciences et à l'Académie des arts. À l'époque, il y avait des académies comme ça. La photographie n'est présentée qu'en 1839. Elle est officiellement née en 1839, mais il y a bien sûr des gens qui étaient des chercheurs, des gens qui expérimentaient, qui voulaient trouver des nouvelles manières de représenter le monde par des procédés techniques et scientifiques. Donc des gens qui ont cherché puis qui ont réussi à produire des images comme celle-ci, qui est la première expérience réussie de fixation. Parce qu'avant Niepce, il y en a qui avaient réussi à faire des photographies. Donc, photographie, c'est grâce à la lumière. On fait une image grâce à la lumière. Mais ils n'avaient pas réussi à fixer ces images, c'est-à-dire qu'elles disparaissaient progressivement. Vous savez qu'au moment du printemps, par exemple, vous prenez une feuille d'arbre bien verte, vous prenez une image transparente, et vous posez cette image transparente et vous laissez ça une bonne journée au soleil, et vous aurez, ça peut être votre portrait par exemple, que vous imprimez sur une feuille transparente. Vous posez ça sur une feuille d'arbre, derrière une plaque de verre, vous laissez ça toute la journée au soleil, 8-10 heures presque, et le soir vous aurez votre portrait imprimé sur la feuille d'arbre, sauf que vous n'allez pas pouvoir la conserver. On parle d'anthotype. On peut rendre même des feuilles sensibles grâce simplement à la chlorophylle des végétaux qu'on peut mixer et puis étaler sur un support et ensuite transférer une image. Mais c'est très difficile à conserver. Là, on a une image qui a été conservée. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir avec les images que font vos téléphones aujourd'hui et que font les meilleurs appareils photo qu'on a aujourd'hui. C'est une image un peu dérisoire, ou qui peut nous sembler un peu dérisoire, mais c'est la première expérience réussie en photographie. En 1839, on a des ingénieurs, des scientifiques et des artistes qui vont travailler véritablement à l'élaboration de procédés plus élaborés encore, à partir de ça, bien sûr, et la photographie va arriver. Cette émergence de la photographie au milieu du XIXe siècle, elle va être hyper importante pour l'histoire des arts, et notamment pour l'histoire de la peinture. Parce qu'en fait, la photographie permet de représenter le monde de manière plutôt réussie et réaliste. On a tendance à considérer que l'œil de l'appareil photographique, il est objectif, c'est-à-dire qu'il ne dénature pas les choses parce qu'il s'agit d'un instant que l'on capte, et cet instant est capté par une machine plus que par la main de l'homme au travers d'un dessin dont les déformations pourraient être subjectives. D'accord ? Donc les peintres, au cours de la seconde moitié du XXe siècle, pour certains, vont se désolidariser un petit peu du réel. Et je pense notamment aux peintres de l'impressionnisme qui vont représenter souvent des paysages avec des couleurs qui ne correspondent pas forcément aux couleurs réelles,
mais des couleurs qui relèvent de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent face au paysage. Donc il va y avoir des modifications. Et puis ces peintres vont peindre d'une manière un petit peu rapide, avec des touches extrêmement rapides et présentes sur l'image, ce qui ne correspond justement en aucun cas à la réalité, parce que le monde n'est pas fait de petits points. Alors, milieu du 19e siècle, on a l'invention de la photographie, et puis une autre chose qui est très importante, qui est un progrès technique là aussi, c'est l'invention du tube de couleur, c'est-à-dire la peinture toute prête, dans un tube en général fait avec de l'étain, donc des tubes métalliques, vous en avez peut-être déjà tous eu, donc ils finissent toujours par se percer un petit peu ces tubes en étain. Mais le peintre pouvait amener dans une besace des tubes de peinture déjà préparés, déjà mélangés avec ce qu'on va appeler un liant. Alors souvent c'était la peinture à l'huile, le liant. D'accord ? Aujourd'hui il existe des peintures acryliques qui sèchent plus vite et qui se mélangent bien, enfin qui sont assez agréables à travailler. À l'époque, les peintres, c'était quelque chose de nouveau parce que ça leur permettait de travailler en dehors de l'atelier. D'où le travail des impressionnistes face à des paysages réels, sur des formats de plus en plus petits aussi, parce que quand on va travailler dans la nature, il faut pouvoir emmener son matériel, un petit chevalet pliable, un petit tableau, une petite toile, et pouvoir s'installer aussi avec son petit tabouret. Donc il fallait que les peintres puissent transporter tout ça. Donc les tableaux ont réduit. Ce n'est pas le sacre de Napoléon qui fait pas loin de 9 mètres de long. On a des tableaux beaucoup plus petits dans l'impressionnisme. Et cette invention de la peinture en tube, elle a permis aux artistes de gagner du temps et de pouvoir travailler en dehors de leur atelier. Et comme il fallait travailler quand même relativement vite, parce que ces artistes voulaient capter un instant, une lumière bien particulière, un moment bien particulier, ils travaillaient avec une touche extrêmement rapide. Mais très probablement, on peut considérer que cette désolidarisation des artistes avec le réalisme, elle se fait parce que la photographie permet de représenter un paysage avec un réalisme plutôt efficace, même si ce paysage il est en noir et blanc, toujours au début. Mais la photographie permet quand même de représenter le monde de manière correcte. Donc les artistes, eux, vont prendre des distances avec le réel, et notamment d'abord avec la couleur. Et puis très très vite, les choses vont s'engager et il va y avoir des modifications. Alors, autre chose aussi, c'est intéressant parce que c'est vraiment une découverte scientifique. L'atome, il y a déjà un philosophe grec qui avait envisagé il y a très très longtemps de ça, je n'ai pas les dates, mais il y avait déjà un philosophe grec, vous verrez avec vos professeurs de philo, qui c'était, mais moi je ne l'ai pas retenu, qui avait envisagé que la plus petite forme non sécable de l'univers, c'était l'atome. Il avait déjà pensé à l'Antiquité. Mais on en a découvert l'existence qu'à la fin du 19e siècle, 1895. Eh bien, cette découverte scientifique a renforcé chez certains peintres, je pense notamment à Georges Seurat, cette capacité à peindre le monde par points. Tout le monde a déjà entendu parler du pointillisme. Vous avez peut-être tous fait du pointillisme au collège ou à l'école primaire. Les instituts aiment bien faire du pointillisme aux élèves. Eh bien, ce pointillisme, c'était, à un moment donné, une possibilité offerte aux artistes de penser le monde un peu comme au travers de l'atome, c'est-à-dire ces multiples petites choses qui sont agglutinées les unes aux autres et qui forment la matière. La représentation par points dans le pointillisme, elle est une résonance, une résurgence, on va dire, des recherches scientifiques qui parlent de l'atome. Donc ça, c'est assez intéressant parce que les artistes vont être de plus en plus au courant de ce qui se fait au niveau des recherches scientifiques, vont de plus en plus aussi s'y intéresser, et parfois ces recherches scientifiques vont faire évoluer, transformer un petit peu les styles et les manières de peindre et les manières de penser. Et puis parfois ce sont simplement des découvertes ou des créations, on va dire, techniques, comme le tube de peinture déjà tout prêt, qui va permettre aux artistes de transformer la manière de peindre, de modifier leur manière de peindre et leurs habitudes. Donc ça, c'est des choses que l'on va retrouver sur la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Et puis là, très vite, les choses vont s'accélérer parce que quelques 50 ans après l'invention de la photographie est quelque chose qui est maîtrisé, qui permet de faire des images très convaincantes,
Moi, encore aujourd'hui au labo photo au lycée, on est capable, on a des plaques de verre qui ont une centaine d'années, on peut encore faire des images de ces plaques de verre, on peut encore faire des tirages papier de ces plaques de verre. Donc, dès le début du XXe siècle, la photo, elle permet véritablement de faire le portrait de quelqu'un avec un réalisme très saisissant. Elle permet d'immortaliser un moment avec un réalisme très saisissant. Et dès ce début du XXe siècle, et bien là, les artistes vont pouvoir se libérer complètement du réel. Et donc, on va voir émerger des mouvements où les couleurs sont complètement à l'opposé de ce qu'elles sont dans la réalité. On va parler à ce moment-là de l'expressionnisme, du fauvisme, qui naissent dans des contextes sociopolitiques différents. L'expressionnisme, ce sont des images un peu violentes, un peu dures, très tordues, parce que le climat social en Allemagne est un peu compliqué. Donc ces jeunes artistes de l'expressionnisme, ils ont envie de rendre compte au travers de leur peinture de toutes les inégalités qu'ils observent dans la société. Donc ils font une peinture un peu agressive, un peu dure, et aussi agressive au niveau des couleurs. Quand le fauvisme des Français, qui est aussi une forme d'expressionnisme, va être sur des thèmes beaucoup plus légers, des paysages, des nus, des personnages, mais avec une légèreté du tracé qui va être plus séduisante, peut-être plus agréable, plus ludique. Et puis d'autres artistes qui ne veulent pas rentrer dans le cubisme, comme Pablo Picasso par exemple, vont se lancer dans la réalisation de peintures, comme ces Demoiselles d'Avignon que vous devez connaître aussi. Alors là, je suis désolé, je n'ai pas eu le temps de faire les cadres comme les images précédentes, mais l'image est bien là. Ces Demoiselles d'Avignon, Picasso les réalise tranquilles dans son atelier, à l'abri de tous les regards, un peu honteux même, je pense, au départ, c'est-à-dire qu'il ne sait pas trop si ses recherches visuelles l'entraînent quelque part et vont être admises finalement par ses pairs, par les autres peintres, donc il fait ce truc-là un peu tout seul, entre 1905 et 1907. Cette peinture-là, par exemple, va donner lieu à un grand mouvement que tout le monde connaît, qui est le cubisme. Le cubisme qui sera repris par d'autres artistes, Georges Braque, Juan Gris et bien d'autres, Fernand Léger, qui va travailler aussi dans le cubisme. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, finalement, ces recherches visuelles, elles ne sont possibles, à mon sens, que parce qu'à un moment donné, la photographie a été inventée une cinquantaine d'années avant et qu'elle est maîtrisée et qu'elle permet de représenter le monde avec un certain réalisme. Là, les artistes peuvent se détacher du réel et peuvent construire, ou plutôt déconstruire le monde, parce que là, on est vraiment dans la déconstruction, et le reconstruire avec des formes beaucoup plus subjectives, beaucoup plus singulières, en fonction de principes qu'ils vont eux-mêmes rédiger, imaginer dans leur atelier. Donc cette œuvre, elle est à l'origine du cubisme et personne ne peut aujourd'hui nier son importance dans l'histoire de l'art. On est en 1907 avec les Demoiselles d'Avignon, mais très vite, un soir, il y a un gars qui s'appelle Vassili Kandinsky qui va inventer un truc absolument génial qui est l'abstraction. Parce que l'abstraction, c'est le moment où l'esprit humain se libère complètement de la figuration, donc de la nécessité de représenter des choses ou des paysages ou des gens. Vassili Kandinsky rentre un soir dans son atelier. Est-ce qu'il a trop fait la fête ou pas? Je ne sais pas trop. Mais il voit une œuvre dans son atelier à la lumière un peu de la lune, ou en tout cas à la lumière d'une faible intensité. Il voit une œuvre et il ne comprend pas ce que c'est que cette œuvre. En fait, c'était un tableau qui était posé à l'envers, parce qu'avant 1910, Kandinsky n'est absolument pas un peintre abstrait. C'est un peintre qui fait des représentations, tout comme le font d'autres, avec des couleurs un peu variées, avec des formes un peu tordues, bien sûr, parce qu'on est au début du XXe siècle. Mais un jour, il rentre dans son atelier, un soir, il voit une œuvre qui attire véritablement son attention, mais sur le moment, il ne cherche pas à savoir ce que c'est, parce que peut-être qu'il avait autre chose à faire. Il rentre chez lui, il va se coucher, et le lendemain, il recherche cette œuvre-là, il la retrouve, il se rend compte que c'était effectivement un tableau à l'envers, et à partir de là, naît en lui cette possibilité de produire une image qui ne soit pas une image que l'on va comprendre. Voilà, au début, je vous expliquais que les Égyptiens cherchaient à faire des images où les éléments étaient montrés dans la forme la plus facile et la plus facile à appréhender. Kandinsky, en 1910, se dit
et si je faisais une image qui ne représentait strictement rien. Alors, ce n'est pas un progrès technique, là, on est d'accord, hein, ce n'est pas l'invention de l'appareil photo, ce n'est pas l'invention de la peinture à l'huile, mais c'est à un moment donné un changement radical de la pensée. Je me désolidarise complètement du réel pour produire une image qui va être complètement autonome, c'est-à-dire une image dont le spectateur va se saisir simplement des formes, des matières et des couleurs. On va appréhender une œuvre abstraite et on va s'y intéresser, elle va nous plaire simplement parce qu'elle met en jeu des formes, des couleurs, des matières qui peuvent être plus ou moins épaisses, plus ou moins lisses, plus ou moins fluides, des formes qui peuvent être plus ou moins définies. Et vous voyez, cette image qui est derrière moi, c'est la première œuvre abstraite ou volontairement abstraite réalisée par un artiste. Donc c'est Kandinsky, certainement au lendemain ou quelques jours après avoir vu cette image à l'envers dans son atelier, cette image qu'il n'a pas comprise et dont il ne savait pas qu'il avait produite. Il a réalisé cette première aquarelle abstraite avec un peu d'encre de Chine, un peu d'aquarelle, un peu de mine de plomb, mais au départ, c'est véritablement des gestes presque enfantins, très très informels. Puis petit à petit, Kandinsky va développer un petit peu ce que sera l'abstraction, et très 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 vite après Kandinsky, on est là en 1910, invention de l'abstraction. Très très vite après Kandinsky, d'autres peintres, et notamment je pense à Malevich parce que c'est aussi un incontournable. En 1917, Malevich va réaliser une peinture qui s'appelle Carré blanc sur fond blanc. Et le carré blanc sur fond blanc, c'est le summum de la simplicité en peinture, c'est-à-dire qu'il y a bien un carré, il est en déséquilibre, hein, ça c'est certain. Il y a bien une matière, je vous parlais de la matière. On voit bien qu'il y a une matière picturale, mais le jeu des couleurs est réduit quasiment à son état minimal, du blanc sur du blanc. Alors un blanc cassé sur un blanc cassé, donc le carré se voit toujours, hein, mais on est à l'expression la plus minimaliste de ce que pourrait être la peinture. Et Malevich, je pense que quand il réalise cette image en 1917, il est en train de penser qu'il clôture l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'après lui, on ne peut plus peindre, on ne peut plus rien inventer en peinture, vu qu'il est arrivé à la simplification extrême de ce que peut être la création d'une image par un être humain. Ce ne sera pas le cas, heureusement, il y a toujours des peintres, il y a toujours des élèves qui font des peintures, abstraites ou pas abstraites, et chaque individualité, chaque subjectivité va construire quelque chose par rapport à ça. Mais ce que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que finalement, voilà, dans l'histoire des arts plastiques, dans l'histoire de l'art, on a deux choses qui déterminent finalement ces deux notions de progrès et d'évolution. L'histoire de l'art, ce n'est pas une progression qui est linéaire, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un point zéro pour arriver à 100 en ayant toujours eu des évolutions qui semblent être évidentes. Il y a parfois dans l'histoire de l'art des moments où on a l'impression qu'il y a un retour en arrière, comme si finalement les artistes ne savaient plus faire. Et puis ça revient, et puis ça va retomber, et puis ça revient et ça va retomber. Souvent, j'entends des élèves me dire « mais l'art contemporain, l'art moderne, c'est n'importe quoi. Mon petit frère peut le faire. » Ça, c'est des phrases qu'on a peut-être déjà tous dit. Moi, je l'ai dit quand j'étais plus jeune. Mais ça, c'est nul, je peux le faire, moi aussi. Mais non, c'est pas toujours si simple. Et puis, en fait, finalement, quand je pense comme ça, je pense avec un esprit qui est un peu rétrograde. C'est-à-dire que je reste ancré dans l'impressionnisme de la fin du 19e siècle, parce que c'était des images, à ce moment-là, quand moi j'ai pu dire ces choses-là, j'aurais voulu moi-même faire des images comme celles qui étaient réalisées par les impressionnistes, ou Salvador Dali, des trucs un peu qui m'impressionnaient un petit peu. Et forcément, le cubisme de Picasso, ça m'impressionnait un peu moins, parce que c'est pas comme ça que j'avais envie de dessiner. Mais aujourd'hui, mes émotions, parce que j'ai appris à appréhender l'art, parce que j'ai appris à apprécier l'art, mes émotions par rapport aux œuvres d'art, elles ne sont plus dirigées par ce que j'aimerais moi savoir faire ou par ce que je sais faire. Elles sont dirigées justement sur ces éléments qui sont les formes, les matières, les couleurs. Et puis aussi cet intérêt grandissant pour les pratiques des artistes et pour la manière dont les artistes ont su bouleverser à un moment donné l'histoire de l'art avec des idées qui étaient complètement nouvelles, que personne d'autre n'avait pu avoir avant eux, des idées qui étaient parfois complètement audacieuses. Je ne vais pas parler là de Marcel Duchamp parce qu'on n'aura pas le temps, mais on a des artistes qui ont créé des choses qui aujourd'hui encore posent question pour un grand nombre d'entre nous et pour lesquels on se dit mais
l'œuvre qu'on me présente là, je n'arrive pas à concevoir ça comme de l'art. Et pourtant, ce sont des évolutions d'un système de pensée qui se sont mises en place. C'est-à-dire que quand Duchamp prend un urinoir dans un magasin et qu'il le pose sur un socle et qu'il le fait admettre comme une œuvre d'art, ça c'est en 1917, en même temps que le carré blanc sur fond blanc, vous voyez, il se passe des choses, beaucoup de choses au début du XXe siècle. Bien quand Duchamp prend cet urinoir, qu'il le renverse, qu'il l'appelle fontaine, alors là déjà il y a quelque chose d'un peu rigolo quand on connaît l'usage qui est celui d'un urinoir. Duchamp, il aimait bien rire quand même, il aimait bien être un peu provocateur. Il retourne cet urinoir, il l'appelle fontaine, et il le fait admettre dans une grande exposition d'art moderne à l'époque aux États-Unis. Ben ça, c'est un geste d'une radicalité extrême, parce que l'artiste n'a même plus produit l'œuvre, il n'a même plus produit l'objet. Il a fait admettre un objet fabriqué dans une usine comme étant une œuvre d'art. Et en fait, je vais revenir maintenant, vous voyez, je vais traverser un peu l'histoire du XXe siècle, parce qu'il y a plein de mouvements très intéressants, plein de choses très intéressantes, mais en fait, tous ces mouvements, toutes ces choses qui sont là devant vous, ce sont des évolutions stylistiques, c'est-à-dire que ce sont des apports que vont faire certains artistes à la peinture abstraite, ou à la peinture figurative, ou à la peinture un peu expressionniste. Donc, c'est toujours de la peinture, c'est toujours de la photographie, c'est toujours avec des variations qui dépendent finalement de la subjectivité des artistes. Et puis, en 1967, donc, Sony lance ce fameux porte-à-pack, qui est là une nouvelle approche et un nouveau progrès technique qui, dans les arts plastiques, devient quelque chose d'assez intéressant, parce que ce progrès technique permet de faire, en tout cas permet aux artistes, sans avoir besoin de caméras qui ne sont pas facilement transportables, ça permet aux artistes de faire des images animées, donc des bandes vidéo, et des images sur lesquelles par des procédés techniques, on va pouvoir créer des variations. Alors la première vraie utilisation de l'art vidéo, elle existe avant même l'invention du porte-à-pack par Sony. C'est un artiste qui s'appelle Nam June-paik. Nam June-paik réalise une installation qui s'appelle Music Electronic Television. Il prend des télés, alors j'allais dire des vieilles télés, mais en 1963, il prend des télés, tout simplement, des télés qui sont des tubes cathodiques, et il crée une installation où certaines de ces télés des années 60 sont directement posées sur le sol et branchées, et parfois, sur les télés, l'artiste va venir poser un aimant, un simple aimant. Et cet aimant va détourner les électrons qui sont dans le tube cathodique, et cet aimant va modifier l'apparence de l'image à l'écran. C'est-à-dire que ça peut être une image réaliste, prise par une caméra, mais la présence de l'aimant va perturber l'impulsion des électrons à l'intérieur du tube cathodique et va créer des images complètement abstraites. Donc, à partir de là, Nam June-paik, qui est un artiste coréen, se dit l'usage du téléviseur, qui est devenu un outil ou un objet qui est rentré dans presque toutes les maisons dans les années 60. C'est la société de consommation. Les premières chaînes de télévision apparaissent. Tout le monde, à un moment donné, va s'acheter un poste de télévision quand on en a les moyens pour se tenir informé, pour voir des programmes. Et cet objet-là, Nam June-paik se l'approprie et l'utilise comme un moyen de produire des œuvres d'art. Et très progressivement, ils vont s'approprier le porte-à-pack de Sony, et beaucoup d'artistes vont créer comme ça des images nouvelles, des images vidéo qui peuvent être montées selon un code temporel bien particulier, qui peuvent être déformées parce que l'image vidéo, c'est une image électronique et non pas une image photographique comme l'est celle du cinéma. Et donc c'est là, certainement au XXe siècle, l'apport technique le plus essentiel, le plus fondamental. Nam June-paik dit quelque chose qui est à peu près de cet ordre-là. Il explique que Marcel Duchamp, dont je parlais avec l'urinoir juste avant, il explique que Marcel Duchamp, il a ouvert énormément de portes. Effectivement, Marcel Duchamp, il a fait plein d'œuvres qui ont permis à plein d'artistes qui ont suivi de s'inspirer de son travail et qui ont ouvert des portes. C'est-à-dire que quand un artiste voulait prendre un objet réel et le mettre dans une œuvre d'art, il pouvait le faire parce que Marcel Duchamp l'avait fait en 1917 avec l'urinoir, 1913 même, pardon. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Nam June-paik dit Marcel Duchamp, il a ouvert plein de portes, mais il a laissé qu'une toute petite porte de sortie.
Et la porte de sortie, dit Nam June Paik, c'était l'image vidéo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au XXe siècle, on peut dire qu'au XXe siècle, l'innovation technologique qui a permis finalement aux arts plastiques peut-être d'évoluer encore dans une autre voie, eh bien ça a été très certainement l'invention et l'usage de la vidéo portative. Et aujourd'hui, vous savez bien vous-même qu'avec votre portable, vous êtes capable de créer des films très rapidement parce que vous avez des logiciels de montage et que vous les maîtrisez très vite. Et parfois, vous faites des choses assez presque artistiques sans en avoir toujours l'intention ou toujours la volonté, mais vous faites des fois des choses superbes avec un truc qui tient dans votre poche, quoi. Le porte-à-pack de Sony, il fallait déjà se le trimballer malgré tout. C'était quand même quelque chose de transportable et de facilement utilisable. Alors, il y a plein d'artistes qui ont fait des œuvres dans l'art vidéo. J'ai mis toute une section ici, art vidéo, où on retrouve Nam June Paik, bien sûr, et puis bien d'autres. Et puis, je vais refaire un bond dans le temps, parce qu'aujourd'hui, le travail des artistes se joue de manière un petit peu différente. Excusez-moi, j'ai mal cliqué. Aujourd'hui, certains artistes produisent des œuvres, et on finira un petit peu là-dessus, qui mettent en jeu les technologies numériques, bien sûr, parce que l'ordinateur a largement pris sa place, finalement, dans les pratiques des artistes, associé à la vidéo parfois, et associé aujourd'hui aussi, dans certains cas, à ce que l'on va appeler l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des capteurs, des éléments qui permettent de créer une interactivité entre l'image et le spectateur. Là, vous avez derrière moi le travail d'Adrien M. et Claire B, qui conservent comme ça leur initiale en nom d'artiste, on va dire. Et ces deux artistes, là je me rends sur leur site, ces deux artistes en fait proposent des œuvres dont la particularité est d'être mobile, un peu comme peut l'être l'image vidéo. Et l'autre particularité, c'est que ces œuvres-là sont en général interactives, c'est-à-dire que la présence du corps du spectateur, que les mouvements du corps du spectateur vont modifier les images qui sont projetées sur les espaces qui les entourent. Et ça, c'est super intéressant parce que ça entraîne finalement les arts plastiques dans un registre complètement différent, parfois presque psychédélique, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, quand vous vous retrouvez dans un espace comme celui-ci, avec des projections ou des écrans au travers desquels les images vont être mobiles, mais dans une certaine forme d'abstraction, et quand ces images-là, en plus, vont s'animer en fonction de la présence des spectateurs, eh bien, se crée entre l'œuvre et l'image un jeu qui s'opère et qui, finalement, tient compte de la place de celui qui regarde et donne de l'importance à celui qui regarde. J'évoquais en tout début de présentation ce cheval qui, dans la grotte Chauvet, semble sortir d'un endroit de la caverne. Eh bien, je pense qu'avec des travaux hyper contemporains comme il en existe aujourd'hui, où l'image en mouvement s'anime en fonction, là vous voyez, on voit l'ombre d'un spectateur qui, en s'avançant, va condenser plus ou moins ces espèces de points, eh bien, cette interaction entre celui qui regarde et l'image qui est sur le mur de la caverne de la grotte Chauvet qui semble sortir, ou ces images numériques qui s'animent sur les murs de l'espace de présentation, eh bien, les intentions sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un créateur qui produit une image, qui a une intention par rapport à cette image, et un regardeur qui va appréhender cette image. Et en fait, l'histoire de l'art n'a été qu'une longue série à la fois d'innovations technologiques que l'on pourrait qualifier de progrès et de modifications de style qu'on va envisager comme étant des évolutions. Quelles vont être les évolutions de l'utilisation et des usages de l'intelligence artificielle dans les œuvres d'art et de l'usage des technologies numériques et de la vidéo dans les œuvres d'art? C'est difficile de l'appréhender, tant les technologies évoluent maintenant aujourd'hui de manière extrêmement rapide et de manière de plus en plus efficace. Mais on a là fait un parcours, on va dire, de l'histoire des arts de manière assez rapide, parfois un peu succincte, mais en essayant de cibler les quelques moments clés où des innovations technologiques ont permis aux pratiques artistiques d'évoluer et de se transformer, et pour en arriver finalement à ce que vous avez là derrière moi. Je vous invite à aller voir le site
ou sur YouTube, vous verrez aussi des installations. Mais il y a quand même des choses qui sont assez curieuses. L'idéal est de voir à chaque fois, bien sûr, des éléments vidéo qui permettent de se rendre compte du travail donc, de ces deux artistes. Voilà, je pense que je ne suis pas très loin du compte, hein, et 11h50. Peut-être que certains d'entre vous ont des questions. Non, pas de questions. Des points d'interrogation sur des choses que j'ai pu dire ou que j'ai survolées un peu rapidement. On n'a pas d'image là derrière? Ça serait bien quand même. Il y a eu des choses ou pas? Parce que dans cette installation-là, c'était assez... il y a eu de la vidéo un peu ou pas? Vous avez vu des choses vidéo? Je fais passer, mais pas comme il faut. Non, c'est le précédent. Tac. Bon voilà, c'est vraiment des expositions qui sont à vivre, qui donnent même parfois l'impression que l'image se crée de manière holographique. Alors en fait là, si vous voulez, dans l'installation, l'écran qui supportait les projections, c'était une espèce de grillage très fin qui en fait permettait d'avoir des projections qui semblaient se développer dans l'espace. Mais la présence du spectateur, bien sûr, influait sur les mouvements donc des projections qui étaient à l'œuvre. Quelque chose d'assez curieux, et je pense que si vous ouvrez les portes de certains lieux d'exposition, vous serez amené à voir de plus en plus ce type de pratiques qui sont parfois très expérimentales et qui semblent parfois être un peu succinctes, mais qui vont se développer, qui vont évoluer, bien sûr, vers des nouvelles possibilités. En fait, les arts plastiques, c'est toujours l'invention de nouvelles possibilités. Et pour ceux qui pratiquent un petit peu, la pratique des arts plastiques doit être pour soi-même aussi, je pense, cette nécessité d'inventer des nouvelles possibilités de création, des nouvelles formes, des nouvelles manières de faire, des nouvelles manières de penser aussi, les arts plastiques. Et l'art en général n'a été que ça tout au long de l'histoire. Je finirai sur cette citation de Léonard de Vinci, vu qu'on est au lycée Léonard de Vinci, qui disait « Pictura è cosa mentale, la peinture, ou pintura è cosa mentale, la peinture est chose mentale ». Eh bien, ouais, effectivement, les arts sont avant tout aussi liés à la pensée de ceux qui les font et aux innovations de ceux qui les font. Et voilà, j'arrête.